Bon, je vous propose de commencer petit à petit. Les retardataires nous rejoindront. Donc, merci à tous de consacrer un petit peu de temps à notre, donc, je ne sais pas comment appeler ça, le webinar, conférence, discussion en ligne, ça me semble plus adéquat. Arnaud, que je ne vous présente pas, si je vous présente quand même au cas où nous aurions quelques impétrants, quelques nouveaux venus, ce qui est toujours un bonheur pour nous, donc directeur de l'Observatoire franco-russe, actuellement confiné dans la capitale de l'Hexagone. Donc aujourd'hui, tu es devenu Orange, Arnaud, mais qui suit néanmoins, grâce à ses antennes longues et velues, les actualités euh, de notre vie moscovite, avec son équipe, avec Igor Delanoë, que je salue également. Il concocte 3 fois par semaine un petit bulletin d'analyse qui ne se contente pas d'énumérer les mesures, mais également de tenter une analyse du sens dans lequel ces mesures vont. Et Dieu sait qu'elles ont été chaotiques. Et Dieu sait que la tendance, je te donne la parole tout de suite, Arnaud, me paraît plus positive et donne des espoirs de sortie du tunnel. La lumière au bout de ce tunnel est moins visible, à la fois climatologiquement et économiquement à Moscou qu'à Paris, mais j'espère que les compteurs vont bientôt se mettre au même niveau. Voilà, donc merci à tous d'être avec nous. À toi la parole, mon cher Arnaud, et comme toujours, le format, une intervention de notre maître de séance et ensuite une batterie de questions-réponses modérée par Lydia. Voilà. À toi, Arnaud. Merci beaucoup, cher Pavel. Je suis ravi d'avoir la possibilité de partager avec vous quelques réflexions, quelques observations sur la situation actuelle en Russie. Je vous parlerai évidemment d'économie, du contexte politique, mais peut-être n'est-il pas inutile rapidement, et malgré les préventions de Pavel, de dire où on en est d'un point de vue sanitaire, du point de vue du processus de déconfinement, puisque ça a une influence évidemment pour l'activité économique et politique. Alors très rapidement, que voit-on ? Au plan national, une décélération de l'épidémie. On a enregistré aujourd'hui 8 572 nouveaux cas. Je rappelle que le 11 mai, on était environ 11 500. Un pourcentage de nouveaux cas quotidiens de 3%, alors qu'on était à 7 à la mi-avril et à 15 fin mars. On voit également que la proportion de Moscou dans les nouveaux cas et dans les cas comptabilisés, cette proportion qui était supérieure à 50%, qui a longtemps été supérieure à 50%, qui a parfois même atteint les 2/3, elle a radicalement baissé. On est aujourd'hui à 2300 sur les 8500 décelés, alors même que Moscou teste beaucoup plus que, me semble-t-il, que le reste du pays. On a donc une forme de stabilisation, mais une stabilisation, il faut le souligner, à un niveau assez élevé. Il y a environ un mois de décalage un bon mois de décalage entre la France et la Russie. Or, on voit que la Russie, elle aussi, souhaite s'engager dans un début de processus de normalisation. Mais elle le fait à un niveau, me semble-t-il, épidémiologique plus risqué, plus élevé que la France. Alors, on voit aussi des situations assez tendues dans certaines grandes villes, dans certaines régions. Saint-Pétersbourg, les choses ne vont pas très bien, il faut le dire. Je ne reviens pas sur le cas du Daghestan, dont on a beaucoup parlé, y compris dans la presse occidentale. Et puis, il y a quelques semaines, il y avait eu, on s'en souvient, des cas dans le Grand Nord, sur des sites de construction d'infrastructures, dans des monastères aussi, ce qui n'est guère surprenant, et dans quelques unités de l'armée. Ce que l'on voit aussi, je l'ai dit, c'est une volonté d'accélérer le processus de normalisation de la vie économique de la part des autorités qui sont poussées par une crainte que l'on peut comprendre, une crainte de tension, voire peut-être même de troubles sociaux dans le contexte que tout le monde connaît, qui est assez différent de celui de la France, qui est un contexte de filet de sécurité très limité en Russie. La deuxième, à mon avis, considération qui incite les autorités à accélérer un peu la cadence, c'est sans doute la crainte d'avoir de plus en plus de mal à faire respecter le confinement et de façon générale les mesures de restriction.
Quelques mots sur la mortalité. On est officiellement aujourd'hui à 4374. Il ne nous a pas échappé qu'il y a eu et qu'il y a toujours une polémique sur la sincérité, la fiabilité de ces chiffres. Il y a eu notamment un article du Financial Times il y a une quinzaine de jours, si ma mémoire est bonne, qui, se basant sur les chiffres de la mortalité globale en avril 2020 par rapport à celle d'avril 2019, estimait la sous-évaluation à environ 70%. Alors on assiste depuis quelques heures à un changement de politique, à Moscou en tout cas, puisque le département de la santé de Moscou a annoncé une nouvelle méthodologie qui désormais va inclure dans les statistiques quotidiennes toutes les personnes testées positives au Covid et décédées, même si elles avaient d'autres pathologies plus lourdes, antérieures et manifestement à l'origine du décès. Donc, les nouveaux chiffres que l'on obtient avec cette nouvelle méthodologie, le taux de létalité passe de 1,4 à 2,8, donc on double les chiffres. Et malgré tout, on reste dans des ordres de grandeur beaucoup plus bas qu'à New York, par exemple, à Londres ou dans d'autres pays occidentaux, en Italie ou en Espagne. Alors, c'est important de le souligner. Il est important aussi de relever que le réflexe initial, de façon assez prévisible, est quand même de bidouiller un petit peu les chiffres, alors même qu'ils ne sont pas si mauvais en réalité. Le déconfinement, bon, je ne vous apprends pas grand-chose, est graduel, va se faire en ordre dispersé en fonction des situations épidémiologiques dans les différentes régions. Il me semble, mais je parle sous ton contrôle, Pavel, que les dernières annonces de Sobyanin ont l'air de plutôt mal passer. Elles ont été jugées complexes, alambiquées, me semble-t-il, et je crois que la prochaine étape, avec sans doute de nouvelles annonces, aura lieu autour du 12 juin, le jour de la fête de la souveraineté. J'en viens maintenant à la situation économique, où là aussi il y a du nouveau. D'abord, quelques chiffres. On ne peut pas faire l'impasse sur les chiffres. Les chiffres qui commencent à tomber à propos du mois d'avril, les statistiques qui tombent donc, pour avril et qui donnent un premier aperçu de l'ampleur des dégâts, de l'ampleur de la crise. Il y a en glissement annuel moins 12% de PIB sur avril, moins 23% s'agissant des ventes de détail. L'industrie qui tient plutôt bien, qui ne recule que de 6,6%, et un paramètre assez nouveau dans l'équation macroéconomique russe et qui, à mon avis, va être assez durable, c'est la montée du chômage, puisqu'on enregistre 800 000 chômeurs de plus qui portent le taux officiel à 5,8, ce qui est un étiage assez haut, pas record, mais pratiquement record dans la Russie post-soviétique. Si l'on regarde maintenant les évaluations qui là aussi deviennent de plus en plus précises sur la trajectoire de l'économie russe au cours de l'année 2020, Rechetnikov, le ministre du Développement économique, a donné sa vision hier ou avant-hier. Il voit un recul du PIB de l'ordre de 5%, ce qui est assez proche de ce que dit le FMI, qui parle de 5,5%, ou la Bird, qui est un peu plus optimiste et qui, je crois, n'évoque que 4,5% de récession. Autre chiffre qui vous intéresse tous, c'est le recul des revenus réels de la population, que Rechetnikov évalue à environ 6% pour 2020. Alors, évidemment, il faut. Alors, ce que dit aussi Rechetnikov, c'est intéressant, il n'y aura pas de rebond immédiat et spectaculaire, une trajectoire en V, puisque l'attente pour 2021 est de l'ordre de 2,8%, et pour un retour au niveau d'avant-crise au premier semestre 2022. Donc, voilà un petit peu les anticipations et qui commencent à converger. On n'est pas très loin du consensus entre économistes, qu'ils soient russes ou étrangers. Quelles leçons très préliminaires peut-on tirer de tout ça? Que sans doute la Russie va laisser moins de pluie, cette année en tout cas, que la plupart des pays de l'Union européenne et des pays occidentaux, que ses voisins aussi, en tout cas que l'Ukraine. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue politique. Tout ça va devoir être réajusté et est déjà réajusté en réalité en fonction de l'évolution du pétrole qui, après
un effondrement tout à fait spectaculaire, a tendance à plutôt remonter. On verra si ça tient à ce niveau de 30-35 dans les semaines et les mois qui viennent. Évidemment, pour le budget russe, pour les décisions que le pouvoir est amené à prendre, ce n'est pas la même chose du tout qu'un baril à 15, 20, voire même 25. Autre observation aussi, un peu plus triste, celle-ci, c'est que ça fait malgré tout 2 années supplémentaires de perdu pour l'économie russe qui se remettait à peine et difficilement des précédents chocs de 2015-2016. Et si l'on regarde la trajectoire de moyen terme, finalement, la dernière année de croissance à plus de 3%, ça remonte à 2012. Quelques mots maintenant sur les réponses du gouvernement. Bon, elles vous sont bien connues. Il y a eu, vous le savez, 3 trains de mesures qui ont été annoncés. Le dernier en date, le 11 mai, par Vladimir Poutine. Les 2 premiers étaient finalement assez prudents, avec la volonté évidente de puiser dans les réserves, en tout cas de limiter au maximum les décaissements du budget fédéral. Le 3e paquet, à mon avis, marque le début d'une inflexion avec de l'argent qui est distribué directement aux familles avec enfants, également à certains entrepreneurs. Et puis, il y a en parallèle, et ce processus est toujours en cours, une forme d'assouplissement de la politique monétaire de la part de la Banque centrale de Russie. Et c'est d'autant plus remarquable que ça va à l'encontre de ce que Mme Nabiulina avait fait ces dernières années. Maintenant, l'échéance et la prochaine étape, c'est le plan de relance qui doit être présenté à Vladimir Poutine le 1er juin, c'est-à-dire la semaine prochaine. On commence à avoir quelques éléments qui fuitent dans la presse, certains chiffres qui circulent. On parle de 8 000 milliards de roubles, ce qui serait, le cas échéant, assez ambitieux, mais je pense qu'il faut rester prudent, puisque apparemment, dans ces 8 000 milliards de roubles, seraient comptabilisées les mesures antérieures. Donc ce n'est pas 8 000 milliards en plus, c'est l'agrégation de ce qui a été fait, plus quelques mesures supplémentaires, qui ne seraient pas des mesures d'aide directe aux entreprises ni aux particuliers, mais plutôt l'annonce apparemment de dépenses d'infrastructures à hauteur d'environ 30 milliards d'euros, ce qui en soi est positif. Voilà pour l'économie. J'en viens maintenant aux questions économiques et diplomatiques qui ne sont pas inintéressantes dans ce contexte-là. Que voit-on là aussi sur le plan de la politique intérieure? Bon, il faut dire qu'on est quand même encore très tôt dans le processus et qu'il faut rester prudent dans les conclusions qu'on peut tirer, même si certains semblent céder à cette tentation de faire des conclusions politiques et diplomatiques dès maintenant. Ce que l'on voit en tout cas depuis quelques jours, c'est que le pouvoir semble pressé de boucler les dossiers, ou certains dossiers en tout cas, qui avaient été lancés avant l'épidémie du Covid et qui ont été suspendus. On pense évidemment au défilé. Alors, ce n'est pas une décision, ce n'est pas un événement politique en tant que tel, mais ça, on le sait tous, une forte dimension symbolique, mémorielle, diplomatique et donc politique. Le défilé donc fixé au 24 juin, qui est la date anniversaire du fameux défilé avec Joukov et Staline sous le défilé de la victoire en 1945. Il y a sans doute aussi la volonté de boucler enfin ce processus de réforme constitutionnelle, qui est un processus qui est mal né, qui est un processus qui s'étire, qui est un processus qui complique les choses pour le pouvoir, mais pour le coup, c'est quelque chose qu'il a lui-même lancé. Enfin, ce n'est pas autant la Russie comme les autres subit la crise du Covid, autant ce volet-là, c'est bien le pouvoir qu'il a cherché, si j'ose dire. Et donc, le pouvoir cherche à se dépatouiller, si j'ose dire, de ce processus le plus vite possible. Alors, à la différence du défilé de la parade militaire, aucune date n'a été annoncée pour l'heure, semble-t-il en raison des doutes sur la situation épidémiologique dans certaines régions. On sait que le pouvoir voudrait l'organiser avant que les gens partent à la datcha ou partent en vacances, c'est-à-dire avant le 15 juillet ou la fin juillet.
avec peut-être, et même probablement, des modalités de vote nouvelles, un vote qui pourrait être étalé sur plusieurs jours pour limiter les risques, et puis avec l'introduction, on le sait, de certaines nouveautés technologiques, vote à distance, vote électronique et vote par correspondance. Il y a, j'ai parlé tout à l'heure de la controverse à propos du taux de mortalité, il y a une autre controverse, en tout cas un sujet qui a fait beaucoup de bruit, principalement dans la presse occidentale, mais qui n'est pas un sujet anodin, qui doit être pris au sérieux, et qui est pris au sérieux, j'en suis sûr, au Kremlin, c'est celui des sondages, de l'impact possible ou avéré, ou s'amorçant de la crise actuelle sur les codes de confiance, les taux de popularité, les intentions de vote aussi. Il y a eu un sondage réalisé par le Centre Levada les 26 et 27 avril, qui a été publié le 6 mai, c'est-à-dire 20 ans jour pour jour après l'entrée, enfin après la prise de fonction plus exactement de Vladimir Poutine à la présidence. Et ce sondage qui portait sur le taux d'approbation en général de l'action du président montrait un taux de 59%, un record historiquement bas. Et après cette publication, on a assisté à de nombreuses interprétations, et certains pour le craindre au Kremlin, d'autres pour s'en réjouir, une interprétation relative à une forme d'effondrement finalement de la cote de popularité de Poutine. Alors, je crois qu'il là aussi qu'il faut rester prudent, d'une part parce que 59%, c'est certes un record historiquement bas. L'épisode antérieur, le plus proche de ces 59%, c'était en 2005. Ceux qui étaient à Moscou à l'époque se souviennent peut-être de la fameuse réforme, la fameuse monétisation des avantages sociaux. À l'époque, ça avait ramené la cote d'approbation de l'action de Poutine à 61. Et Poutine avait rebondi par la suite. Il avait même atteint, on s'en souvient, des taux de 89% au printemps 2014 après l'annexion de la Crimée. Donc je crois qu'il faut rester prudent. D'abord, ce n'est pas totalement inédit. Ça reste assez élevé. Ça reste, il est vrai, environ 10 points en deçà de la moyenne générale auquel étaient habitués les observateurs. Alors, est-ce que c'est le début d'un décrochage qui a vocation à se poursuivre, ou est-ce que c'est un effritement et que le pouvoir va finalement réussir à rebondir? Certainement pas à 89%, mais peut-être à 65%. Nous le verrons dans les semaines qui viennent. En tout cas, je pense que les annonces, une partie des annonces du 11 mai, en particulier la distribution de deniers publics, prenait en compte cette crainte au Kremlin d'un effritement. Alors, je l'ai dit, que les échéances électorales se rapprochent. Il y a le référendum, et puis il y a aussi, ne l'oublions pas, des législatives en septembre 2021, législatives qui seront peut-être plus importantes que d'habitude. L'hypothèse que moi je privilégie, ce n'est pas celle d'un décrochage ou d'un régime qui serait en danger immédiat, c'est plutôt l'accentuation de tendances qui étaient déjà à l'œuvre précédemment. Ça vaut pour l'économie comme pour le politique. Cette tendance, c'était quand même, de façon assez logique, une forme d'érosion, une forme d'usure du pouvoir, ce qui, ma foi, n'est pas tout à fait anormal après 20 ans passés au Kremlin. Quelques mots avant d'ouvrir notre séance de questions-réponses sur la politique étrangère. Politique étrangère qui a été mise entre parenthèses pendant pratiquement 2 mois, mais dont les dossiers, les grands dossiers ressurgissent, certains à l'identique, d'autres avec des dynamiques différentes. Quelques points en vrac qui méritent d'être relevés selon moi. D'abord, d'un point de vue général, c'est que la Russie, sans doute, voit sa vision du monde plutôt confortée par ce qui s'est passé ces derniers temps, s'agissant de la pertinence du concept de souveraineté, de la pertinence des frontières dans un monde qui finalement est imprévisible et menaçant. On voit par ailleurs, je l'ai dit, la résurgence de dossiers syriens, dossiers libyens avec des décisions récentes et parfois assez spectaculaires de la Russie. Donc les affaires reprennent. Elles reprennent également, mais de façon malheureusement plus hésitante et plus prudente s'agissant de l'Ukraine. Il y a eu, on s'en souvient, il y a quelques semaines, une visite de Dmitri Kozak, que l'on connaît bien à la Chambre de commerce,
qui est désormais numéro 2 de l'administration présidentielle en charge du Donbass, qui s'est rendu à Berlin pour des discussions confidentielles. Il y a eu aussi la reprise des discussions à Minsk, mais on ne voit pas pour l'instant beaucoup d'avancées. On voit aussi que les relations russo-américaines continuent de se dégrader, avec de façon prévisible la dénonciation à venir par les États-Unis du traité dit ciel ouvert, Open Sky, qui est la nouvelle étape et sans doute l'avant-dernière dans ce processus de démantèlement du cadre de contrôle des armements, et puis peut-être aussi de nouvelles sanctions à propos de Nord Stream 2. Si l'on regarde un petit peu ce qui s'esquisse pour le moyen terme, je ne veux pas faire de prévisions à long terme, c'est hasardeux et je pense que ce n'est pas le cas de nos discussions d'aujourd'hui, mais on pressent tous que le renforcement, que le rapprochement avec la Chine, qui était déjà spectaculaire, qui était déjà sur une trajectoire très, très, très visible, que ce processus va se poursuivre, même si ça peut devenir compliqué pour la Russie. La Russie qui va sans doute avoir de plus en plus de mal à résister à une Chine qui pourrait essayer de lui forcer la main sur des dossiers régionaux, qui pourrait lui demander de prendre position, comme elle l'a déjà fait par le passé, sur des dossiers comme Taïwan ou comme la mer de Chine méridionale. Ceci dit, et c'est important aussi, la Russie n'est sans doute pas fâchée de la confrontation qui devient structurelle et qui va devenir durable entre l'Occident et la Chine. La Russie n'est sans doute pas fâchée de passer au deuxième plan des ennemis ou des rivaux de l'Occident. Et je pense que là aussi, c'est une donnée de long terme. Je crois qu'il n'y aura plus grand monde en Occident, sauf peut-être, même sûrement, les Polonais et les Baltes, pour considérer la Russie comme une menace centrale pour l'ordre international. Ce que, à mon avis, les Russes suivent de très près, c'est ce qui se passe en Allemagne, au-delà des péripéties récentes sur le hacking du Bundestag et sur les possibles sanctions qui seront modestes, en toute hypothèse, qu'a évoqué Merkel. Il y a en Allemagne l'après-Merkel qui se prépare et on voit, et les dirigeants russes voient, que les forces politiques qui ont le vent en poupe sont plutôt réservées, pour ne pas dire hostiles à l'égard de la Russie. Et c'est vrai en particulier au sein de la CDU qui s'est plutôt refaite, si j'ose dire, ces dernières semaines grâce à l'aura de Merkel. Les successeurs potentiels de Mme Merkel sont sur des positions hostiles à la Russie. Et c'est une donnée que la Russie ne peut pas ignorer. Elle voit aussi que le SPD, qui était son point d'appui depuis Schröder en Allemagne, est en voie d'érosion. Ce qui, et je terminerai là-dessus, Pavel, ce qui me fait dire que l'initiative antérieure à la crise du président Macron, l'annonce d'une nouvelle politique russe de la France, a sans doute une valeur plus grande encore aux yeux de la Russie, malgré l'affaiblissement prévisible de la France. On peut penser que cette volonté de relance de la part du président Macron, de la part de Paris, sera prise au sérieux, et je crois savoir, et ça a été dit d'ailleurs, que la Russie avait réitéré son invitation au président Macron pour assister au défilé. Ce sera peut-être l'occasion ce jour-là d'enclencher quelque chose de nouveau, de plus ambitieux en présentiel, si j'ose dire. Voilà, Pavel, ce que j'avais à dire. Je l'ai dit rapidement, de façon synthétique, et si vous avez des questions, et si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Pavel a disparu. Arnaud, si le directeur général m'a confié l'honneur de modérer la séance des questions, j'en vois déjà deux sur le chat. La première provient d'Olga de la société Phosphoris, une question plus que large sur les perspectives des sanctions contre la Russie. Alors, perspective de sanctions, il faut distinguer, mais depuis quelques mois déjà, les sanctions européennes et américaines qui ne sont pas dans la même dynamique ni la même logique.
même si on peut penser qu'il y aura un petit quelque chose, pour le principe, si j'ose dire, initié par l'Allemagne et suivi par l'Union européenne en lien avec le hacking de 2015, ce ne seront pas des sanctions sectorielles, ce seront vraisemblablement des officiers du GRU ou quelques responsables du ministère russe de la Défense qui seront visés. En revanche, il y a un risque réel d'escalade, de poursuite finalement d'une trajectoire assez imprévisible aux États-Unis, dans un contexte préélectoral agité, atypique, même si, je l'ai dit, aux États-Unis comme ailleurs, la question russe ne cède pas à la question chinoise, mais on voit bien qu'au Congrès, il y a des gens qui souhaitent aller plus loin en raison du processus d'achèvement du Nord Stream 2, et certains évoquent des sanctions contre Gazprom en tant que tel, non plus simplement contre la société qui pose le tube ou contre quelques gaz. Là, ce serait évidemment quelque chose de cataclysmique. Ce n'est pas, à mon avis, le plus probable. Mais j'essaie d'imaginer la situation aux États-Unis. Est-ce que Trump opposerait un veto à une motion du Congrès allant dans ce sens? Difficile à dire. On changerait d'échelle, évidemment. Ce n'est pas ce que souhaitent les Européens, mais l'expérience de Roussel montre que ce que veut le Congrès l'obtient généralement. En tout cas, ce n'est pas une éventualité qu'on peut totalement exclure. Voilà ce que je peux dire sur la question. Donc, une inquiétude, malgré tout, qui demeure aux États-Unis. Merci beaucoup Arnaud. En attendant la précision sur une autre question, j'en ai une troisième. Sur les perspectives pour les grands projets dans l'Arctique russe après le Covid-19. Quid de la route maritime des mers du Nord? Alors, ce n'est pas la mer du Nord, attention, hein, on parle de l'Arctique. Je crois s'il y a bien une région, je veux dire un théâtre stratégique, où la Russie déploie une stratégie cohérente, met des moyens et avance. Alors elle avance à la russe, parfois de façon un peu incohérente, avec des jeux de pouvoir entre tel vice-premier ministre, Trutnev, pour ne pas le citer, Rosatom et d'autres, Sechin qui veut apparaître comme premier de la classe. Mais malgré tout, si l'on regarde vraiment ce qui a été annoncé et ce qui se fait, je pense que l'Arctique montre des résultats plutôt honorables et il n'y a aucune raison que ça cesse. Donc je crois que d'une part, l'État va continuer l'État russe dans toutes ses composantes, hein, ça va du ministère de la Défense au ministère des Finances qui va débloquer des fonds, les grands groupes publics, mais aussi privés. Je crois qu'il n'y a aucune raison de penser que ce processus va cesser. Au contraire, il va continuer avec peut-être quelques mois de décalage, mais c'est stratégique, identifié comme tel. Les choses avancent vraiment. Et il y a une vraie logique économique à tout ça. Ce n'est pas simplement un beau projet stratégique qu'on a dessiné sur le papier. Non, il y a derrière des processus puissants, soutenus, encore une fois, par l'État, et qui impliquent des acteurs qui peuvent être parfois rivaux, mais qui ont intérêt à ce que les choses se fassent. J'ai mentionné Rosatom, j'ai mentionné Rosneft, Novatek, on pourrait parler de Norilsk. Voilà. Donc, je ne serais pas inquiet sur l'avenir des projets russes en Arctique. Merci beaucoup Arnaud. Une autre question qui provient d'une banque. Quel est l'impact politique de l'erreur, entre guillemets, si on peut se permettre, de Poutine sur le prix du pétrole et l'accord OPEC+? D'abord, erreur, pas erreur, je crois que Poutine a commis l'erreur, oui, de croire Sechin, d'écouter Sechin, qui est un personnage important, président de Rosneft. Bon. Il a cru à l'argumentaire de Sechin sur l'inutilité de cet accord qui finalement protégeait les producteurs américains.
Mais d'autres se sont ralliés à cet argumentaire, probablement parce qu'ils n'ont pas osé contredire cette Chine. Je pense qu'à Novak et à certains de ses adjoints, qui jusque-là étaient plutôt favorables à l'accord avec l'OPEP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Je crois que Poutine et la direction politique, effectivement, il y a eu un début de vent de panique quand ils ont vu le baril s'effondrer à 30, 25, 20, puis furtivement devenir négatif, en tout cas s'agissant du pétrole américain. Enfin, le baril d'Urals a été autour de 10, ce qui revenait à faire vendre à perte les compagnies russes. Donc, il y a eu, la direction russe a changé son fusil d'épaule, sans vraiment l'avouer, mais tout le monde a mis de l'eau dans son vin, les Saoudiens aussi. Hein. La situation était aussi catastrophique pour les Saoudiens. Donc, il y a eu une séance de rattrapage début avril. Et puis là, divine surprise, les cours du pétrole remontent. Le rouble se raffermit et retrouve des niveaux proches de celui de l'avant-crise, mais je crois que ce n'est pas totalement lié au pétrole. C'est partiellement lié au pétrole, mais pas totalement. Et évidemment, comme je l'ai dit, pour la Russie, un baril autour de 30-35, alors que le budget 2020 repose sur une hypothèse de 42,4, ce n'est pas du tout la même chose qu'un baril à 25, à 20, à fortiori à 15. Donc toute la question maintenant est de savoir si ça peut tenir à ces niveaux-là, en moyenne, jusqu'à la fin de l'année. Auquel cas, ce serait... Bon, la Russie perdra de l'argent, hein, l'État va devoir puiser un petit peu dans le fonds de bien-être national pour compenser, mais dans des proportions qui ne sont pas dramatiques. Ce qui laisse un peu de marge pour le reste, le plan de relance notamment que j'évoquais précédemment. Mais il y a un autre point dont on parle moins dans la presse occidentale, mais qui à mon avis est tout aussi dramatique pour la Russie et pour ses certitudes, pour certaines de ses élites, c'est ce qui se passe sur le marché du gaz. Le marché du gaz qui est corrélé partiellement au marché du pétrole. Et aujourd'hui, Gazprom est dans une situation vraiment inquiétante. Inquiétante parce que les prix sur son principal marché en Europe sont autour de 70 apparemment dollars pour 1000 mètres cubes, ce qui est en dessous du seuil de rentabilité, que le Qatar envisage d'augmenter ses productions de GNL et peut-être d'envoyer encore plus de gaz en Europe. Donc Gazprom, qui était le trésor national, hein, je crois que le Nastalan et Dastayen, est en train de devenir un gouffre, peut-être. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Et ça enlève bien des certitudes. Enfin, c'est quelque chose que Poutine ne peut pas ignorer. Au fond, est-ce que c'est passager? Est-ce que ça dure 6 mois? Mais ça peut durer aussi longtemps, et auquel cas, ça pourrait impliquer, ça devrait impliquer une réflexion sur le modèle économique et sur la diversification. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ou en tout cas en début de semaine, je ne l'ai pas vérifié aujourd'hui, mais vente du gaz était plus rentable en Russie pour Gazprom qu'en Europe. Merci beaucoup Arnaud, et les questions arrivent à une rapidité impressionnante. Il y en a 3 plutôt sur la politique intérieure, et ensuite je prendrai celle qui touche plutôt aux fonds étrangers. Total qui nous pose la question, l'analyse, quelle est votre analyse Arnaud de l'abandon annonce du référendum en vue du rapprochement de l'oblast d'Arkhangelsk et le district autonome de Nenetsi, malgré les premières annonces du mémorandum d'entente entre ces 2 sujets fédéraux? Et je crois que il y avait quelle était la logique de cette volonté? Il y a une volonté finalement de renflouer la région grâce à ce qui aurait pu être fusionné, ce qui avait vocation à entrer dans l'ensemble plus grand, faire payer par le petit. Sauf que le pouvoir s'y est très mal pris. Il s'y est très mal pris. Alors, le début était plutôt lucide et intelligent. Le Kremlin a remplacé les gouverneurs des 2 entités qui étaient assez largement discrédité, impopulaire pour d'autres raisons. Hein. On se souvient des sujets concernant les projets de centres d'enfouissement de déchets, par exemple, dans la région d'Arkhangelsk. Le précédent gouverneur était très impopulaire, s'était enferré dans quelque chose dont les gens ne voulaient pas, ça prenait une proportion... on commençait à en parler à Moscou, donc tout ça devenait problématique. Donc le Kremlin, l'administration présidentielle a décidé
de tirer un trait, de nommer une nouvelle personne, ce qui était plutôt justifié, ce qui était plutôt conforme à ce qu'il faisait précédemment, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas à chaud, il a attendu 7-8 mois, sauf que les deux nouveaux s'y sont très mal pris. Ils sont très mal pris et ils mettent le Kremlin en difficulté pour le coup. Ils se sont très mal pris puisqu'ils ont annoncé avoir conclu entre eux un mémorandum. Mais ce mémorandum, c'est très bien, mais les gens n'ont pas été consultés, même il n'y a pas eu de discussion, je ne parle pas de référendum, mais donc la population qui était déjà mobilisée sur d'autres sujets, le nord de la Russie est par ailleurs ce sont des contrées où le niveau de politisation est plutôt supérieur à la moyenne nationale, où Russie unie fait des scores généralement inférieurs à la moyenne. Eh bien, les gens, il y a de nouveau je dirais une vague d'indignation qui s'est levée au sein des élites locales aussi. Et donc, je pense que cette affaire est décidément mal engagée. Elle montre accessoirement que les gouverneurs, les gouverneurs sont un vrai facteur de risque pour le Kremlin. Mais là aussi, c'est un facteur de risque qu'il crée lui-même. Il crée lui-même parce que il faut appeler un chat un chat. Il y a certes des élections, mais c'est bien le Kremlin qui désigne en amont ceux qui ont vocation à se présenter et donc à devenir gouverneurs. Et de fait, elle déresponsabilise ces gens-là. Et donc, le Kremlin paye un petit peu, va payer dans ce cas précis le prix de ces erreurs ponctuelles, des erreurs ponctuelles plutôt des personnes qu'il a lui-même choisies et qui finalement ne sont peut-être pas meilleures que celles qui étaient en poste précédemment. Mais ça révèle encore une fois le fait que le niveau des dirigeants régionaux est un vrai facteur de risque pour le Kremlin. Merci Arnaud. Et la question suivante prolonge celle-ci. On est tous dans une situation où les gouverneurs ont dû gérer la crise. Dans certaines régions, ça a été fait de façon qui a laissé la population très insatisfaite. Et cette mauvaise gestion peut-elle, à votre avis, fragiliser les gouverneurs locaux et voir émerger peut-être dans des régions des contre-pouvoirs ou d'autres personnalités importantes? Oui, il faut rappeler que Poutine a déjà renvoyé des gouverneurs très tôt dans la crise, fin mars si ma mémoire est bonne, parce qu'ils avaient déjà mal géré le début de la crise. Donc on verra ce qui va se passer par la suite. Évidemment, ce qui se passe au Daghestan est très contrariant. D'abord, c'est très grave, c'est dramatique pour les gens concernés, bien sûr, mais c'est très contrariant pour le pouvoir, parce que le Daghestan, c'était une région que le Kremlin avait voulu reprendre en main en faisant un vrai coup de balai anticorruption, en nommant des gens venus de l'extérieur. Et puis, voilà, tout ça va être mis en cause par une gestion très mauvaise de la crise, avec évidemment une dimension spécifique au Caucase en termes de stabilité et de risque pour la région qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour ce qui est des régions, je dirais plus normales, moins exceptionnelles, oui, le Kremlin craint l'émergence, mais ça, ce n'est pas spécifique à la crise actuelle, mais craint de façon générale que des gouverneurs autoritaires ou incompétents fassent émerger par des décisions malheureuses des mouvements de protestation et peut-être des dirigeants alternatifs. Pour l'instant, le Kremlin coupe les têtes, c'est-à-dire que fait en sorte qu'il n'y ait pas de figure crédible qui puisse se présenter à des élections gouvernetoriales. Mais ça pourrait arriver. Et, donc oui, il faut s'attendre d'une part à ce que le Kremlin confirme le plus de gouverneurs possible, touche le moins possible là où ça passe à peu près, et il aura sans doute à renvoyer encore quelques personnes pour mauvaise gestion et pour éviter, comme vous le disiez, l'apparition de situations qui pourraient devenir incontrôlables d'un point de vue électoral. Merci beaucoup Arnaud. On a beaucoup parlé aujourd'hui et on en parle depuis un moment en Russie des amendements à la constitution russe. Comme on le sait bien, la Russie fait partie des organisations internationales, notamment le Conseil de l'Europe. Et donc notre ami Bernard Arnault s'inquiète sur les chances éventuelles que le Conseil de l'Europe et les organismes de conseil
pourrait bloquer ces changements proposés à apporter dans la Constitution russe. À votre avis, comment? Je ne suis pas juriste, mais je ne pense pas que le Conseil de l'Europe ait la possibilité de bloquer l'entrée en vigueur d'une réforme constitutionnelle, de donner un avis, je pense. Non, je crois que le problème n'est pas vraiment là, en réalité, pour la Russie. D'abord, je pense, mais ça n'engage que moi, que c'est une très mauvaise idée enfin, toute cette affaire. En tout cas, l'amendement sur l'annulation, ou la remise à zéro du mandat présidentiel est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, ça ne fait que repousser le problème 2024, sans le résoudre. Il faudra bien que tôt ou tard, une succession ait lieu. Donc je comprends cette démarche. Je comprends que, faute d'autres options viables, crédibles, qui ont été explorées apparemment, l'Union Russie-Biélorussie, le Conseil d'État, un scénario à la kazakhstanaise, mais le Kremlin voit qu'au Kazakhstan, ça ne se passe pas très bien. Ils ont choisi la facilité. La facilité, c'est de dire, finalement, en 2024, il ne se passera rien, ou plutôt, en 2024, Poutine va se représenter et donc oublier 2024. Solution de facilité qui, à mon avis, va compliquer les choses le moment venu. Et ce moment viendra. Est-ce que ce sera en 2025? Est-ce que ce sera d'abord en 2024? Est-ce que ce sera en 2025? Je ne pense pas que ce soit en 2036 en réalité. Mais c'est mal, comme je le disais dans mon propos liminaire, c'est mal engagé. Tout ça est mal né. Donc le problème, il est moins... c'est pas vraiment le Conseil de l'Europe ou le regard de l'Occident qui y voit finalement la confirmation d'une dérive du régime, et Poutine qui s'était toujours refusé quand même à ce scénario-là. C'est ça qui est étonnant. La rupture, elle est là. C'est-à-dire que Poutine, en 2007, il était très sollicité, il était très jeune, très populaire, il avait refusé de réécrire la Constitution. Sans doute considérant que ce qui se pratiquait chez ses collègues d'Asie centrale n'était pas très convenable pour la Russie. Donc ce qui est nouveau, c'est qu'il juge que c'est convenable pour la Russie. Donc, à voir. Moi, je pense que le référendum aura lieu. Intuitivement et connaissant un petit peu comment ça se passe, les gens qui sont mécontents n'iront pas voter. Je ne pense pas qu'il y aura un vote de protestation massif. Donc, in fine, ça va passer. Est-ce que ça va consolider le régime? Est-ce que ça va le renforcer, le relégitimer? J'ai un doute. J'ai un doute et je pense que les élections législatives 2021 vont être extrêmement importantes. Et je ne suis pas certain que Poutine soit en situation, en tout cas s'il est mu par l'intérêt national, de se représenter en 2024. Donc, à voir. Je pense que cette affaire, rien n'est définitivement clos dans cette affaire. Merci Arnaud. J'espère que vous avez répondu aux attentes de la question. On a une autre question depuis le Monaco ensoleillé, Sébastien Allergène, qui demande si, à votre avis, nous allons assister à une demande forte au niveau législatif, amnistie fiscale peut-être, pour un retour des fonds depuis l'étranger, un petit peu à l'image de la Russie en 2014, un retour vers la Russie. Est-ce qu'il y aura une demande, une pression? Écoutez, oui, le précédent épisode avait été très médiatisé, pour des résultats qu'on a du mal à évaluer. Enfin, je pense qu'il reste encore beaucoup de fonds à l'étranger et que leurs détenteurs n'ont pas très envie de les rapatrier. Non, j'ai du mal à répondre à cette question. Je doute surtout de l'effet d'une éventuelle amnistie par rapport à ce qui a déjà été fait. Par contre, je pense que le débat qui s'amorçait déjà avant la crise sur la distribution des richesses, sur les inégalités, et donc sur, par exemple, le taux unique d'impôt sur le revenu, ce débat-là, je pense, va ressurgir. Merci Arnaud. J'ai plus de questions dans le chat, mais éventuellement quelqu'un des participants ici présents souhaiterait poser des questions, peut-être faire un commentaire de vive voix. Je vois ici quelques personnes comme Arnaud Benoît du conseil d'administration. Qui est toujours là, fidèle. Fidèle. Arnaud? Oui.
je vais parler d'Arnaud Benoît, peut-être pour un Non, je n'ai pas de question, ça me paraît clair. Je voyais Dorian qui posait une question sur l'avenir de Sobyanin, par exemple. Alors, l'avenir de Sobyanin, bon, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure parce que je n'avais déjà parlé lors d'une réunion précédente, mais l'une des leçons politiques de la crise depuis mars, c'est évidemment la montée en puissance de Sobyanin. En tout cas, on voit bien qu'il sort du lot. Alors, il sortait déjà du lot dans l'échelle des rangs, puisque le maire de Moscou, c'est pas un gouverneur comme les autres, par la force des choses. Il a donné le ton. D'abord, il s'est vu attribuer aussi des responsabilités qui vont au-delà de Moscou, hein, puisque le groupe de travail près le Conseil d'État, finalement, a un rôle prescripteur pour les régions. Donc, c'est un valeur de reconnaissance par Poutine d'un rôle qui a peut-être vocation à être plus large que celui de maire de Moscou. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il fait des jaloux, en tout cas qu'il y a beaucoup de gens en embuscade. On l'avait vu le 15 avril, vous vous souvenez, le jour de l'introduction des laissez-passer électroniques, quand il y avait eu des files d'attente dans le métro, tout le monde était sorti du bois pour flinguer Sobyanin et sa gestion malheureuse de la reprise des mouvements dans la ville, même si ça n'avait duré à l'époque que quelques heures. Je pense que ces annonces d'hier vont lui valoir une nouvelle volée de bois vert. Sobyanin, à tort ou à raison, incarne, en tout cas, il porte les espoirs de gens plutôt désespérés par ailleurs, les libéraux intrasystèmes, enfin des gens qui désespèrent de voir monter en puissance les Setchine, les Patrouchev et les autres. Ces gens-là voient, encore une fois, à tort ou à raison, en Sobyanin, quelqu'un qui fait partie du premier cercle de Poutine et qui incarnerait quelque chose d'un peu plus moderne, d'un peu plus technologique, d'un peu plus ouvert également sur l'étranger. Je dis à tort ou à raison, bon, je pense que c'est plutôt à raison, mais il ne faudrait pas faire de Sobyanin un opposant, par exemple. Sobyanin accompagne Poutine depuis très longtemps, il coche toutes les cases, comme on dit. Il a dirigé son administration, il a d'abord dirigé une grande région très riche, Tumen. Il a ensuite dirigé l'administration présidentielle, la mairie de Moscou. Bon, il a fait ses preuves et il les fait aujourd'hui de façon très valable, de l'avis de beaucoup de gens en tout cas, pendant cette crise. Est-ce qu'il a vocation à aller plus haut, plus loin ? Sans doute. La question, c'est pour aller où ? Qu'est-ce qui peut être plus important que le maire de Moscou ? Premier ministre et président, c'est tout. Premier ministre, Poutine vient d'en changer. Alors, il a été malade, mais il n'a pas fait de faux pas majeurs. Et président, la question aujourd'hui ne se pose pas. Mais si la question devait se reposer en 2024, ce que je n'exclurais pas totalement, encore une fois, c'est quelqu'un qui peut rassurer beaucoup de gens, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais il n'est pas si jeune que ça, Sobyanin. Il est de 58, je crois, donc il aura 66 ans en 2024. Il peut faire, a priori, un mandat de 6 ans, mais ce n'est pas l'avenir de la Russie. Ça peut être un schéma de transition, effectivement, si la question se pose en ces termes-là. Merci Arnaud. Je ne vois plus de questions dans le chat. Profitez peut-être de quelques instants encore. Je repasse la parole à Pavel. Pavel, pour un mot de conclusion en attendant les éventuelles questions qui arriveraient. Non, je rebondis tout à fait sur la caractéristique qu'Arnaud vient de donner à Sobyanin. De notre point de vue à la Chambre, on est toujours très étonné de voir la jeunesse des équipes de la mairie, la manière extrêmement occidentale, j'irais jusque-là, dont elle fonctionne. En tout cas, le contraste est très fort, non pas tant avec des équipes régionales qui forcément vivent dans un écosystème très différent de celui de la capitale, mais même des équipes fédérales. Il y a une vraie concurrence qui est assez amusante à observer entre les équipes de l'administration présidentielle et celles de la mairie. Et en tout cas, on voit à quel point la mairie est preneuse de toutes les initiatives, à quel point Sobyanin est un homme effectivement avide et intéressé par tout ce qui peut changer, révolutionner, améliorer. Il y a des dadas qui sont, comme German Greff, la nouvelle technologie. Rakova, son assistante, s'était fait un nom avec la numérisation, la digitalisation des services administratifs, avec l'ouverture des fameux IRETSE, qui, pour les vieux moscovites, a quand même marqué une sacrée différence avec ce qu'on a pu connaître par le passé, les fameux files d'attente, les babouchkas avec les bouliers et les tampons de cire et les ficelles. Bref,
Moscou est un facteur d'optimisme pour nous tous. Et il y a même une chose qui était tout à fait stupéfiante, l'un des sujets sur lesquels on se bat actuellement à la Chambre, pas simplement à la Chambre, l'ensemble des communautés d'affaires étrangères se bat aujourd'hui pour que les entreprises à capitaux étrangers puissent avoir accès aux subsides fédéraux, comme c'est le cas en France, mais pas simplement en France, c'est le cas en Chine. Toute entreprise normalement qui paye des impôts et qui crée de l'emploi et de la richesse dans un pays doit avoir accès au même titre que les entreprises locales aux aides de l'État. Sinon, à quoi bon localiser? On peut continuer de faire de l'import-export si on est coupé de cela. Eh bien, la mairie de Moscou a envoyé de son propre chef un projet en ce sens, en ayant écouté les investisseurs étrangers et en allant à contrario d'un certain nombre d'opinions du gouvernement. Donc, je crois qu'on a de la chance d'être à Moscou, effectivement. Et encore une fois, merci beaucoup Arnaud pour ta grande clarté. Je sais qu'en ces temps troublés, les épidémiologistes du dimanche nous ont habitués à d'autres types de raisonnements. Merci pour ta clarté et j'espère que nous aurons l'occasion le plus souvent possible de nous réunir de nouveau, idéalement autour d'une bonne bouteille au dîner des DG dès que la distanciation sociale va retrouver ses droits, mais en vrai et dans la vraie vie, et sinon par Internet. En tout cas, à tous, je vous souhaite un excellent week-end, où que vous soyez, bonne santé, parce que la santé, comme on dit sur les marchés parisiens, c'est important. En province aussi. Et n'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter Arnaud, Lydia, merci beaucoup pour votre modération, comme toujours, élégante et impeccable, et au plaisir de vous retrouver dès que possible. Merci Bon beaucoup. week-end à tous. Merci Arnaud. Au revoir.